J'avais pas beaucoup d'argent. J'avais une vieille bourse de thèse de doctorat qui me faisait gagner beaucoup moins que le seuil de pauvreté au Québec. Donc en fait, j'avais pas le choix. Si je voulais me nourrir, j'avais pas le choix de travailler. Et donc, littéralement, mes journées de travail, c'était 8h, 23h tous les jours. J'ai quand même démarré le MLM avec un rythme comme ça du lundi au dimanche. Donc déjà, moi, c'est vrai que les personnes qui me disent j'ai pas le temps, je les regarde et je dis bon, ça me fait doucement rire. T'as un problème au genou. Ton genou, t'as mal sur une échelle de 3 sur 10. Est-ce que tu vas aller à l'hôpital? Non. Mais imaginons aujourd'hui que t'as mal au genou à une échelle de 10 sur 10 et que là vraiment tu te tords de douleur chez toi, etc. etc. Est-ce que tu vas aller à l'hôpital? La réponse est oui. Donc au final, ça montre que quand c'est important et urgent et vraiment que ça fait mal, en fait on fait les choses qu'on doit vraiment faire. Si vous voulez y aller, il faudra accepter qu'il y aura des morts au combat. Et it's okay. Et soit tu continues avec moi et let's go, on y va ensemble parce que moi je m'arrêterai pas. Ou alors, écoute, tu meurs et c'est ok, je continuerai sans toi. Je fais une pause sur cette vidéo pour te partager que si aujourd'hui tu as un distributeur en MLM et que tu souhaites passer à un autre niveau dans ton activité, j'ai créé une vidéo de 20 minutes qui m'a mis plus d'1 semaine à préparer où je te montre le plan d'action étape par étape qui a permis à un distributeur que j'ai accompagné à passer la barre des 28 000 € par mois dans sa compagnie de marketing de réseau et tout ça grâce aux réseaux sociaux et des méthodologies qui sont totalement nouvelles. Donc si tu souhaites la vidéo, tu as le lien dans la description. Let's go! On se retrouve ici dans cette nouvelle vidéo YouTube du Liberty Podcast Talk qui va être très spéciale aujourd'hui parce que j'ai l'honneur de pouvoir accueillir une personne extraordinaire qui a pu atteindre une position à plus de 5 000 € par mois dans sa compagnie marketing de réseau et tout ça en moins de 3 ans dans son activité. Et en plus de ça, vous allez voir qu'il y a un parcours assez spécial parce qu'elle était en études de doctorat aussi également en même temps. Et c'est pour ça que j'ai l'honneur aujourd'hui de pouvoir accueillir Sarah sur ce podcast. En tout cas, un plaisir de pouvoir être présente en tout cas avec toi. Et merci pour toute la valeur que tu vas partager à travers ce podcast durant les 40-45 minutes en tout cas qui vont venir en tout cas. Eh bien écoute, merci beaucoup Jonathan, plaisir partagé, ravi de faire partie de tes invités et j'ai hâte de voir où va nous mener l'ensemble de notre discussion. Let's go. Et pour les personnes aujourd'hui qui ne te connaissent pas, même si je pense qu'il y a pas mal de personnes qui vont te connaître à travers ce podcast, est-ce que tu peux peut-être te présenter en quelques mots afin que les personnes puissent se rendre compte un petit peu qui est-ce qu'ils ont en face d'eux? Oui, bien sûr. Alors moi, c'est Sarah. J'ai eu 30 ans hier et ça fait 3 ans que je fais... Merci beaucoup. Ça fait 3 ans que j'ai commencé dans l'industrie du marketing de réseau à côté de mes études de doctorat. C'était pour arrêter mes jobs étudiants. Et puis, ça fait 1 an maintenant que je suis à temps plein dans cette activité. Et à côté de ça, j'ai cofondé un club d'entrepreneurs et de voyageurs qui s'appelle La Royalty. Ok, top. Et là, il y a quelque chose qu'on a parlé en off qui était justement par rapport au fait que tu avais fait un doctorat et puis après, ça fait seulement 1 an aujourd'hui que tu t'es mis à temps plein à travers le marketing de réseau. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tu as décidé, en parallèle de tes études de doctorat, de te lancer dans le marketing de réseau et pourquoi au final ne pas avoir fait autre chose? Ouais, c'est une très bonne question. Alors, pour tout te dire, donc moi à la base, j'ai fait un doctorat en kinésiologie. C'est un département de la fac de médecine et pour faire ce doctorat, j'ai immigré au Canada pour le faire, donc au Québec. Et j'avais pour ambition de devenir enseignante-chercheuse à l'université. Okay. J'ai décidé de ce choix de carrière parce que je voulais avoir un travail où j'allais être très bien payée et pas beaucoup travailler. C'était un peu mes objectifs de vie quand j'avais 18 ans. Et donc c'est pour ça que je me suis dirigée vers un cursus académique. Je me suis vite rendu compte que c'était pas comme ça allait se passer, comme je pensais que ça allait se passer. Et en fait, lors de mes études, après mon immigration, j'ai découvert le marketing de réseau, mais d'une manière très naïve. Et j'ai envie de te dire, c'est le cœur même de l'industrie. C'est que j'étais cliente du service voyage Travel Advantage, que j'ai adoré le service qu'on me proposait et que je le recommandais naturellement autour de moi. Et en fait, un jour, la nana qui m'avait parrainée m'a dit « Mais tu sais que tu recommandes à tout le monde, mais tu sais que tu peux gagner de l'argent en faisant ça ?» Là, je lui ai dit « Écoute, explique-moi. » Et c'est comme ça que j'ai découvert qu'il existait un MLM voyage. Je me suis dit « Mais c'est une dinguerie quand même. MLM voyage. » Je connaissais le MLM. Je me suis dit « Mais dans le voyage, mais c'est la chose la plus intelligente qui existe sur cette planète Terre. Tout le monde aime le voyage. » Je veux dire, c'est une des rares industries qui n'est pas nichée. Et donc, c'est comme ça que j'ai décidé de me lancer à temps partiel, vraiment avec très peu d'heures à côté de mes études de doctorat, parce que je n'avais pas le temps, pour arrêter mes jobs étudiants, parce que je faisais du Uber Eats, j'étais coach de foot. Enfin, voilà, franchement, ma vie d'étudiante étrangère était pas folle. Et donc, j'avais juste envie de me reposer. Et donc, voilà, j'ai démarré à la base l'industrie du MLM
pour diminuer en fait mes jobs étudiants. Ok, super. Ce qui est cool en plus de ça, c'est que par rapport à ta compagnie, c'est que tu as démarré d'abord par rapport à la partie client, là où la plupart des personnes aujourd'hui démarrent seulement directement la partie distributeur, etc. Et encore une fois, et c'est une réalité, c'est tellement important aujourd'hui d'utiliser le produit et service de sa compagnie. Encore une fois, on le voit. Là, tu utilises les produits, tu utilises les services de ta compagnie. Ça se reflète évidemment sur les résultats. Aujourd'hui, 3 ans d'activité, plus de 5 000 € par mois, ta compagnie marketing et réseau. Et tout ça en n'ayant pas spécialement beaucoup de temps. Et justement, j'aimerais rebondir par rapport à ça sur le fait aujourd'hui de dire que est-ce que tu as des choses que tu as mises en place en termes de productivité ou des choses que tu as dû mettre en place derrière ton activité pour avoir du résultat en n'ayant pas spécialement énormément d'heures à consacrer? Et combien d'heures est-ce que tu avais à consacrer, même peut-être par jour ou par semaine, dans ton activité? Ouais, excellente question. C'est très simple. Quand j'ai démarré le MLM, donc j'avais ma thèse de doctorat qui me prenait 40 heures par semaine. Ensuite, je faisais du coaching. J'étais coach de foot. Ça me prenait 15 heures par semaine à peu près. Les week-ends et les soirs de semaine. Et les autres soirs de semaine, je faisais du Uber Eats. Donc littéralement, je travaillais. J'avais pas beaucoup d'argent. J'avais une vieille bourse de thèse de doctorat qui me faisait gagner beaucoup moins que le seuil de pauvreté au Québec. Donc en fait, j'avais pas le choix. Si je voulais me nourrir, j'avais pas le choix de travailler. Et donc littéralement, mes journées de travail, c'était 8h, 23h tous les jours. J'ai quand même démarré le MLM avec un rythme comme ça du lundi au dimanche. Donc déjà, moi, c'est vrai que les personnes qui me disent j'ai pas le temps, je les regarde et je dis bon, ça me fait doucement rire. Et donc, parce que j'avais pas le temps, en réalité, j'avais vraiment pas le temps, j'ai dû vraiment m'organiser. Et donc, au début, c'était entre 3 à 4 heures par semaine que je pouvais consacrer à mon MLM. Dans les 3 à 4 heures par semaine, tu comptes 1 heure pour le fameux Zoom Leadership du dimanche soir. J'avais 1 ou 2 heures de présentation. Et si j'avais 1 heure en plus, c'était pour le suivi des équipes ou alors la stratégie d'attraction client sur les réseaux sociaux, parce que moi, j'ai commencé de cette manière-là. Donc, j'ai dû, dès le début, être très organisée. Et surtout, quand je faisais de la clientèle, c'était OK, j'ai envie de te dire qu'un client, c'est un client. Mais quand je recrutais un ambassadeur, il fallait que je le fasse rester. Parce que j'avais pas le temps en fait de recruter plus de personnes. J'avais pas le temps. Donc en fait, je me suis spécialisée dans la duplication. Mais c'est fou parce qu'en réalité, c'est quand on dit aujourd'hui que le plus important, ce n'est pas les heures, le nombre d'heures que tu as consacrées dans ton activité, mais qui est de qu'est-ce que tu fais de ces heures que tu as consacrées. Je pense que tu es l'exemple pur et dur de ça en tout cas. La petite question d'ailleurs que je vais te poser par rapport aux 2 heures que tu avais là pour pouvoir faire des présentations, etc., pour pouvoir présenter ton business, etc. Est-ce que ces présentations, c'était que des présentations one-on-one que tu faisais ou du coup, tu en profitais sur ces 2 heures que tu avais consacrées pour pouvoir mettre plusieurs personnes sur ces présentations-là? Ça arrivait qu'on faisait des présentations avec plusieurs personnes. C'est toujours délicat. Je trouve que c'est une bonne chose à faire, mais c'est délicat parce que si tu as quelqu'un qui a une objection, ça va forcément mettre des rats dans la tête de l'autre personne, en tout cas des autres invités. Mais c'est une possibilité que j'ai déjà fait. Après, c'est vrai que là où j'ai eu énormément de chance, c'est que j'ai eu un mentor extraordinaire sur lequel j'ai pu vraiment compter. Et on travaillait en fait en binôme, donc on faisait plus du one-à-one ou alors des petites prêts avec 2-3 personnes maximum, parce qu'après ça pouvait partir en vrille. Ou alors on avait toujours, tu sais, le format des présentations publiques classiques qui existent dans toutes les compagnies. Et là, j'amenais le maximum de monde, mais c'est vrai que par contre derrière, il faut avoir un suivi qualitatif. C'est ça. Et lorsque tu as commencé à avoir ton momentum à travers ton activité, c'était lorsque tu étais là avec les 4 heures par jour à consacrer dans ton business ou est-ce que c'est quand tu as commencé à te mettre par exemple à temps plein à travers ton activité ou tu as eu par exemple plus d'heures à consacrer dans ton business? C'est quel moment là qui t'a commencé vraiment à te permettre de pouvoir te propulser et d'avoir plus de momentum à travers ton business? C'était 8 mois après mon démarrage. J'avais atteint la position... En fait, j'avais atteint mon objectif. J'avais atteint une position à $600 par mois. C'était très, très bien. Et j'aurais pu littéralement rester comme ça. Mais à ce moment-là, j'avais recruté des amis à moi. Et en fait, ces amis-là, j'ai vraiment travaillé leur liste de contacts marché chaud et tiède. Donc, c'était mon premier gros momentum. Et à ce moment-là, j'étais toujours dans ma thèse de doctorat. J'avais lâché un job étudiant. Je pouvais consacrer un peu plus d'heures justement à l'activité. Et là, j'ai eu mon premier momentum qui m'a amené à ma position à $1 200 par mois, qui m'a permis de lâcher tous mes jobs étudiants.
Ok, je vois. Et là, par rapport à ce que tu partages, par rapport à ce que tu partageais, qui était que là, tu devais vraiment garder les distributeurs qui étaient dans ton réseau, etc. Est-ce qu'il y a des choses, par exemple, qui t'ont vraiment permis aujourd'hui de pouvoir te dire, ok, d'avoir une très bonne rétention au sein de tes équipes afin de pouvoir garder les personnes, afin de pouvoir mieux les comprendre, afin de pouvoir les faire passer à l'action, qui soient en tout cas plus productifs, etc. On parlait justement des types de couleurs, etc. Est-ce que c'est ça que tu as mis en place ou est-ce qu'il y a d'autres choses également que tu as mis en place afin de pouvoir avoir cette rétention que tu as pu avoir dans ton business qui t'a permis aujourd'hui pour avoir les résultats que tu as aujourd'hui quoi. En fait, la première chose que j'ai mis en place, c'est une déconstruction personnelle sur le fait de projeter sur les personnes notre propre manière de fonctionner. Ça, c'est la première chose que j'ai faite parce que j'ai fait cette erreur aussi de m'adresser aux personnes de la mauvaise des manières. Ce que je dis à mon équipe, je leur dis, écoutez, vous savez, les membres de votre réseau, c'est comme un couple. Dans un couple, si vous avez envie de vous faire entendre, de vous faire comprendre, eh bien, vous devez parler dans le langage de l'amour de votre partenaire. Eh bien, c'est la même chose. Vous devez comprendre le langage de l'amour de vos distributeurs, de vos ambassadeurs, et parler dans leur langue, en fait. Et c'est comme ça que vous réussirez à obtenir d'eux ce que vous avez envie. Mais d'autant plus qu'ils vont faire ça et ça va les amener au succès. Donc, rapidement, et grâce à mon mentorat justement, et à mon mentor, j'ai pu très vite apprendre en fait à comprendre les profils, vraiment les différents profils qui pouvaient exister dans l'industrie et comprendre quels étaient leurs rôles. Et là, je me suis dit, ok, en fait, cette personne-là ne sera pas un closer. Elle ne sera jamais un closer ou une closeuse et ça sert à rien de lui demander de faire de la masse. Donc, comment je peux lui trouver une place dans mon réseau pour qu'elle se sente utile et surtout qu'elle puisse être utile. C'est pas que se sentir utile, c'est être utile dans le réseau. Moi, ça me libère du temps. Et elle, ça lui permet justement de trouver sa place. Et après, pourquoi pas d'être, d'être dans sa zone de génie en fait. Moi, je fais vraiment partie des personnes qui considèrent que dans le MLM, alors oui, on nous apprend souvent qu'il faut être un peu bon partout quand tu fais du MLM. Moi, je suis plus partisane du chacun sa zone de génie et travaille ton point fort. Viens, on le travaille, viens, on te rend expert de ça. Comme ça, tu as une place à prendre dans mon réseau et c'est comme ça que j'ai pu exploser. C'est clair. Je voulais rebondir sur un truc que tu partageais qui était que c'est comme dans un couple lorsque on veut communiquer avec quelqu'un, etc. D'ailleurs, on dit souvent que ce n'est jamais des problèmes de communication, mais c'est des problèmes de compréhension, que les personnes parlent. Mais le problème, c'est que la personne en face de nous ne nous comprend pas. Et est-ce qu'au final, là, je te pose la question, qui est quand tu as une personne de ton équipe, par exemple, à qui tu veux faire partager une idée, que la personne ne le reçoit pas spécialement, qu'elle ne le reçoit pas comme tu aimerais qu'elle le reçoive. Exemple, par exemple, qu'on veut faire travailler quelqu'un en lui disant, par exemple, quelque chose, mais cette personne-là ne se met pas en action par rapport à ce qu'on lui a dit de faire. Est-ce que tu penses que là, justement, dans ces cas-là, lorsqu'on veut faire passer en action un distributeur, mais qu'elle ne le fait pas, c'est un problème de communication, un problème de... Est-ce que tu penses que ça peut être un problème de compréhension, justement, par rapport à... pourrait être en corrélation par rapport à ce que tu partageais, justement, tu vois. Je pense que dans chaque relation humaine, en fait, on a chacun 50% de part de responsabilité. Donc, lorsqu'on fait face à un distributeur avec lequel le message n'est pas passé, il y a deux possibilités. C'est soit moi, je me suis mal exprimée, soit lui, il a mal entendu, ou alors il prend sa part de responsabilité. Donc, pendant très longtemps, et puis de toute façon, je continue avec le temps de m'améliorer sur ce point-là. Mais c'est vrai que quand ça m'arrive, la première personne que je remets en question, c'est moi-même. C'est qu'est-ce que j'ai pas compris dans la personnalité de cette personne pour que mon message passe. Mais par contre, après, j'oublie pas que lui aussi a son 50% de part de responsabilité. On est tous des humains, on est perfectibles et il est vrai que souvent, ça m'est déjà arrivé que mon message ne passe pas correctement ou que je m'exprime mal à ce propos parce que l'humain est complexe et puis forcément on peut pas, on apprend en fait à force d'avoir des échanges avec les personnes. Et donc souvent, bon oui, je me remets en question, j'essaye de comprendre, de réfléchir, mais après oui, c'est sûr que si la personne en face de moi n'a pas envie d'entendre, alors c'est sa responsabilité à elle. J'ai tendance dans ces cas-là à passer à une autre personne. Je suis pas du genre à... J'étais du genre à persister, je suis plus du genre à persister. C'est... Si t'es pas prêt à être coachable,
Alors que moi, je fais en sorte de te donner le meilleur de moi-même. Je passe à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu penses de cette phrase, qui est une phrase en leadership qui dit on ne peut pas demander à une personne de changer si elle-même, elle n'a pas décidé de changer. Ah bah, je suis 100% d'accord. De toute façon, qu'est-ce que tu veux faire si encore une fois, voilà, on dit souvent, moi je dis aux personnes de mon réseau avec qui je travaille vraiment de manière très très proche, je leur dis, on part à la guerre ensemble et je suis sur la première ligne de front avec toi. Donc on avance ensemble. Par contre, j'avance pas toute seule. C'est clair. Donc et c'est la même chose pour ce genre de choses. Et puis de toute façon, souvent, quand je fais face à ce genre de situation, et que oui, je me suis remise en question, après, je laisse la personne faire le travail par elle-même. Et puis souvent, elle revient vers moi et puis elle me dit, Sarah, finalement, tu avais raison. Mais il faut un petit temps où il chute. C'est comme un enfant, hein. Moi aussi, j'ai fait la même chose avec mon mentor. Moi aussi, je lui ai dit non, têtu. Et après, je me suis mangé des murs. Et après, j'allais le voir et je lui disais, oh, t'avais raison, en fait. Oui, bah oui. Non, en fait, je te disais ça parce que tu vois, quand on démarre le marketing de réseau, c'est comme un syndrome qu'on a lorsqu'on démarre le marketing de réseau au début, tu vois. On a nos 2-3 premiers nouveaux distributeurs. Et là, on se croit un peu dans un monde de bisounours. Tu vois, on veut que vraiment tout le monde ait du résultat, qu'ils restent avec nous jusqu'au bout. On veut absolument qu'ils aient du résultat, etc. Mais qu'en réalité, tu vois, c'est que il faut juste être conscient aussi également de quelque chose, c'est qu'il y a des personnes qui ne feront pas tout ce chemin avec vous et qui vont arrêter, en fait, tu vois. Et donc, justement... Et là, justement, ce que oui, vas-y, pardon. Ouais, ce que je voulais partager là, par rapport à ça, c'est que des fois, il y a des distributeurs qui ne vont pas avoir la même ambition ou le même engagement que nous-mêmes. Et c'est OK, parce qu'on ne peut pas changer une personne qui n'a pas elle-même décidé de changer. D'ailleurs, qu'une erreur qu'on peut faire dans le marketing de réseau, c'est de continuer à consacrer énormément de temps et d'énergie sur les personnes qui ne bossent pas tellement ou qui ne sont pas spécialement motivées, engagées, etc., etc. D'ailleurs, une phrase de mon mentor qui était « il est plus facile de faire naître un nouveau-né que de réveiller un mort ». Tu vois, que la plupart des gens, surtout au début, on se focalise sur les morts et vouloir réveiller les gens qui bossent pas, etc. Alors qu'au final, si on prenait ce temps-là et qu'on les injectait pour aller retrouver des nouvelles personnes, ça serait plus productif. Je sais pas ce que tu en penses d'ailleurs, n'hésite pas à partager. Je suis 100% alignée avec tes propos. D'ailleurs, c'est ce que je dis à mes baby leaders qui émergent et qui peuvent connaître des downs émotionnels par rapport à la perte de certains distributeurs. Je leur dis, bon, écoute, déjà, dans un premier temps, les distributeurs qui t'ont permis, ou les clients, les membres qui t'ont permis d'atteindre le premier palier ne seront pas forcément ceux qui vont te permettre d'atteindre les paliers suivants, etc., etc. Et souvent, en fait, je montre mon back-office en guise d'exemple. Et je leur montre et je dis, bon, bah voilà, tu vois, avec cette personne, j'ai hit mon premier palier. Après, bon, ils se sont barrés, c'est pas grave, parce que c'est avec cette personne que j'ai fait le second, et etc. Et je leur dis souvent que si l'ensemble de mes distributeurs et de mes clients étaient restés dans le réseau, bon, actuellement, je ne serais pas à 5K, hein. Actuellement, je serais peut-être à 40 000. Mais c'est OK parce que ça fait partie du process. Et je leur dis justement que la beauté dans ce processus, c'est que toutes ces personnes-là, peu importe qu'elles soient toujours présentes ou qu'elles soient parties, en fait, à un moment donné, ces personnes-là ont été dans notre réseau pour nous apporter quelque chose, une compétence en leadership, de la patience, de l'écoute, peu importe, vraiment quelque chose. Et c'est ce que je leur dis. Je leur dis, qu'est-ce que tu as appris grâce à elles ? Qu'est-ce que tu as appris grâce à elles ? Et après, ils se rendent compte qu'effectivement, ils ont pris en leadership, qu'ils sont sortis de leur zone de confort en étant avec ce distributeur-là. Et j'essaye en tout cas de leur faire voir les choses de cette manière-là pour leur dire, en fait, à un moment donné, peu de personnes iront au bout. Et c'est pas que propre au MLM, c'est propre à l'Occident et au capitalisme. C'est pas pour rien qu'il y a très peu de personnes dans ce monde qui sont milliardaires. Parce que c'est difficile d'y arriver, d'aller au bout du chemin. Tu vois, il y a plein de personnes qui arrêtent en chemin. C'est pas que dans le MLM, c'est partout. Donc, je leur dis, si vous voulez y aller, il faudra accepter qu'il y aura des morts au combat. Et it's okay. Et soit tu continues avec moi et let's go, on y va ensemble parce que moi, je m'arrêterai pas. Ou alors, écoute, tu meurs et c'est OK, je continuerai sans toi. C'est ça, exact. C'est incroyable, ça.
Non, et chose que je voulais partager, tu vois, c'est ce que je partageais sur un coaching d'ailleurs la semaine passée, lorsque j'avais du courant chez moi, qui était en fait, même si on parle d'humain, le marketing ou réseau reste un business. Et en fait, le business, c'est aujourd'hui, pour pouvoir être en croissance ou en décroissance dans le marketing ou réseau, c'est quelque chose qui est suffisamment simple par rapport à la barrière à garder, qui est, au final, pour être en croissance, il suffit juste d'avoir plus d'entrants que de sortants, tu vois. Donc en fait, c'est dès que vous avez plus d'entrants que de sortants, vous êtes en croyance, vous êtes en croissance. Si vous avez plus de sortants que de croissants, pas que de rentrants, bah, vous êtes en décroissance dans votre activité. Et ça, en fait, c'est Ouais. vraiment un truc que les gens, il faut vraiment qu'ils se disent, c'est que le marketing réseau reste un business comme tout autre business, même s'il y a, évidemment, on parle d'humains, etc. Et là, on parle de choses qui sont plus business, etc. Mais pour être en croissance dans le marketing réseau, il suffit juste d'avoir plus d'entrants que de sortants. Et il y en a. Tu vois ce que je veux dire? That's it. C'est des chiffres. C'est horrible à dire, mais c'est des chiffres. Exact, c'est que Et des t'as chiffres. raison. Je suis d'accord avec toi. Tu vois, c'est comme pour tout, tu vois, c'est comme je partageais par exemple quelque chose c'est super important que bah, dans tous les business du monde, tu vois, on parle de data et de KPI, tu vois. Genre par exemple, on regarde les data par rapport au chiffre d'affaires, etc., par rapport aux actions qu'on met en place, le panier moyen client, etc., etc. Mais dans le marketing de réseau, et je trouve que c'est un truc qui est pas assez donné, mais genre les data, c'est un truc qui est super important. Exemple, on a un distributeur aujourd'hui par exemple, il a fait par exemple 50 invitations. On sait que sur ces 50 invitations, il y a par exemple 5 personnes, imaginons, qui sont venues sur une présentation. Tu vois, pas qui ont dit oui pour venir sur une présentation. Sur ces 5 présentations, il y a 2 personnes qui ont démarré. Donc là, 2 personnes sur 5 qui ont démarré. Mais en fait, on sait que si le distributeur il veut aller chercher par exemple 4 nouveaux distributeurs, bah en fait, il doit faire 100 invitations. Parce qu'on a ces data et ces moyennes. Et bien, ces moyennes, on peut les améliorer plus au niveau de l'invitation, plus au niveau de la présentation, plus au niveau du closing, etc., etc. Mais c'est des choses qu'on n'enseigne pas spécialement dans le marketing de réseau, que je trouve en tout cas super importantes. Je sais pas ce que tu en penses d'ailleurs, Sarah. Ben, je suis entièrement d'accord. Tu sais, nous, on est au sein du club. On a mis en place d'autres services, un peu comme toutes les structures, j'ai envie de te dire, toutes les équipes dans le MLM qui proposent aussi des services d'accompagnement, de formation. Et du coup, nous, au sein du Club Royalty, on a un pilier complet qui est réservé au développement personnel. Nous, on s'appuie essentiellement sur les enseignements du Global Information Network de Kevin Trudeau, très connu au sein du MLM. Je ne vais pas expliquer qui est Kevin Trudeau. Et en fait, ce que tu viens de dire, c'est 100% un enseignement qui est capital et qu'on apprend dans ces premiers audios, justement, qui est de connaître les scores. Et moi, quand j'ai appris ça, la première fois que j'ai entendu ça, je me suis dit, purée, en fait, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui traitent leur MLM un peu comme un hobby Exact. et pas comme un vrai business. Et donc, en fait, ils avancent un peu à l'aveugle. Ils savent même pas où ils en sont. Et ça fait partie justement des 10 lois du succès, enfin des 10 lois qui permettent justement d'atteindre un succès. C'est Kevin Trudeau qui le dit dans ses audios et on l'enseigne également au sein du Club Royalty, qui est que si vous voulez avoir du succès dans votre vie, vous devez connaître vos scores. Donc vous devez savoir justement combien de personnes entrent chaque semaine, chaque mois, combien d'invitations vous faites. Sur ces invitations-là, combien de personnes ont dit oui. Sur ces oui-là, combien de personnes sont vraiment venues en presse. Sur ces presse-là, combien de personnes ont signé. Vous calculez des ratios par rapport à ça et vous allez pouvoir avoir des indicateurs de performance qui vont vous permettre de savoir sur quel point vous devez vous améliorer. Et à l'époque, quand j'avais une petite équipe, je le fais plus, je le fais plus du tout maintenant, mais à l'époque, j'avais un tableau de suivi pour chaque personne de mon équipe sur lesquels j'avais noté des points un peu essentiels. Et en fait, dans ce tableau-là, j'avais un autre tableau dans lequel je calculais les ratios. Ratio de performance d'invitation, ratio de performance de closing, etc., etc. Et en fait, je faisais leur suivi comme ça. Alors, je te dis ça, je faisais ça à l'époque, j'avais 30 personnes dans mon réseau maintenant. Non, je fais plus ça. Et tu vois, mais c'est super intéressant Mais parce qu'en réalité, tu vois, c'est même pour avoir un business, on peut parler aussi également, tu vois, de performance et d'optimisation, etc., par rapport à leurs compétences et ce qu'ils mettent en place. Mais ce qui est super intéressant sur le fait de faire ça, c'est le fait d'avoir des distributeurs, on va leur permettre de pouvoir avoir un business qui est beaucoup plus prédictible, tu vois. Parce qu'en fait, la plupart, quand on regarde par exemple dans le marketing de réseau, la plupart des uplines on envoie par exemple, on envoie un message à notre upline, qui va être ok, moi j'aimerais bien parrainer plus ce mois-ci. La seule réponse qu'on va avoir, il faut que tu invites plus, tu vois. Mais en fait, on ne sait pas combien, on ne sait pas du coup ce que je dois faire, etc. Et là, justement, par rapport à ce que tu partages, c'est super intéressant parce que lorsqu'on a ça, en fait, ça permet de savoir exactement quelles sont les actions qu'on doit faire pour pouvoir aller chercher l'objectif défini à la fin du mois, en fait, quand on a justement ces statistiques, ces data, ces KPI au final que personne ne fait bon là chez vous le fait, mais en tout cas, mais dans la majeure partie, dans 95% des compagnies, ça n'existe pas.
Tu vois, tu veux Non. avoir plus de résultats, la seule chose qu'on partage, c'est invite plus. Tu vois. 100%. Ouais. Moi, mon mentor me disait, en tant que si tu veux dupliquer correctement, tu dois te comporter un peu comme un plombier et comprendre d'où vient la fuite. Ok, d'accord, mais la fuite, elle peut venir de plein de choses différentes. Je veux dire, peut-être que c'est un problème d'invitation, peut-être que c'est un problème d'attitude lors de la présentation, peut-être que c'est un problème de closing, enfin j'en sais rien moi. Et donc c'est vrai que moi, ces data me permettaient de vraiment savoir où est-ce que j'allais travailler. Et j'ai pas eu le choix que de me comporter de cette manière-là dès le début de mon activité parce que j'avais pas le temps. Donc si j'avais des distributeurs qui intégraient mon réseau, il fallait que je puisse les accompagner de la meilleure des manières. Et c'est comme ça que, en tout cas, c'est vrai que mon mentor m'a souvent dit que dans l'intégralité de son réseau, j'étais celle avec le réseau le plus stable. Et je sais que c'est notamment un des facteurs qui a fait la stabilité de mon réseau. C'est ça. Et là, pour les personnes qui nous regardent, qui aimeraient aussi avoir un business plus prédictible, pouvoir optimiser et pouvoir réparer les fuites, qu'est-ce que tu pourrais partager en réalité là sur quelles sont les choses qu'ils devraient regarder et peut-être là, en termes de data, en tout cas, les choses qu'ils devraient vraiment regarder, peut-être calculer, etc., afin de pouvoir avoir un business comme le tien ou comme tu faisais auparavant. Ce serait quoi que tu pourrais partager? Alors déjà, la première chose que je vais partager, c'est quelque chose que tu as dit tout à l'heure, c'est de ne pas se concentrer sur les dormants, sur les morts, mais plus sur les nouvelles personnes. Les momentum, ils viennent pas des anciens. Les momentum, ils viennent des nouveaux qui arrivent. Donc, c'est un ancien, de toute façon, le jour où il voudra se mettre à l'action, il t'enverra un message. Enfin, clairement, il t'enverra un message. Donc ça, c'est la première des choses à faire. Seconde des choses à faire, c'est que parmi les nouveaux, et ça, c'est une erreur que j'ai faite pendant longtemps, et ma mentor, parce que du coup, j'ai une nouvelle mentor désormais, et j'adore avoir 2 mentors, en fait, un homme et une femme. Je trouve que ça apporte tellement c'est quelque chose de beaucoup plus complet, tu vois, pour t'amener au succès. Et c'est ma mentor qui m'a dit que j'ai fait pendant longtemps une énorme erreur que beaucoup de personnes font, c'est que je mettais mon focus sur les meilleurs closers de mon équipe, ceux qui faisaient le plus d'entrées, ceux qui faisaient le plus de clients, le plus de distributeurs. Et du coup, rapidement, je leur donnais de la lumière. Je leur donnais ce rôle de leader, alors qu'un leader, c'est pas forcément quelqu'un qui fait beaucoup de rentrées. J'ai eu plein de personnes qui rentraient énormément de personnes et qui en perdaient tout autant derrière. Plein de personnes qui rentraient beaucoup de personnes puis qui ont abandonné 7 mois plus tard et on n'en entend plus parler. Elle m'a vraiment appris à aller chercher parmi les nouveaux les personnes qui ont un vrai désir ardent. Et je pense qu'avoir cette compétence, cette capacité à voir parmi les nouveaux qui a vraiment un fort désir ardent d'aller tout déchirer dans cette industrie, et ben tous mes efforts, je dois les consacrer en tout cas avec eux, les personnes qui sont résilients, qui sont disciplinés, qui sont toujours présents, malgré le fait peut-être qu'ils ont des enfants ou autres. Elle m'a dit, c'est eux que tu dois aller voir parce qu'ils ont déjà l'état d'esprit. Tout le reste n'est que compétences. Et les compétences, ça s'apprend. Le savoir-être, ça prend plus de temps et ça dépend d'eux. Alors que le savoir-faire, tu peux leur donner, c'est pas compliqué. Et donc moi, quand j'ai commencé à changer ma façon de faire, et c'est-à-dire que, loi de Pareto, tu te concentres seulement sur 20% de tes personnes de ton réseau qui t'apportent 80% du résultat. Et que dans ces 20%-là, je les sélectionne mieux, plus en fonction de leur état d'esprit, plutôt qu'en fonction de leurs résultats à court terme. À ce moment-là, ouais, j'ai commencé à avoir une différence. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui sur le fait que pour pouvoir avoir des leaders potentiels dans son réseau, évidemment, ce n'est pas par rapport au résultat, justement, comme tu le partageais, mais c'était par rapport à un état d'être. Et ça regroupe 3 points, qui est le point numéro 1, qui est évidemment la coachabilité. Avoir un distributeur, même s'il n'a pas spécialement de résultats, mais qui est en tout cas 100% coachable, qui applique vraiment ce qu'on fait de A à Z, etc. Point numéro 2, qui est la passion, comme tu disais, le désir ardent, tu vois, il aime vraiment ce qu'il fait, il a vraiment un désir ardent là par rapport à ce qu'il fait. Et le troisième des points, qui est évidemment l'engagement, qui est différent de la motivation, où la motivation, c'est une émotion, où je suis motivé, après je dis motivé, blablabla, tu vois. Mais qui a vraiment un engagement, qui, même quand ça va pas, même quand j'ai pas envie, je le fais quand même. Est-ce que pour toi, c'est ces 3 points qui regroupent au final un leader potentiel sur lequel on peut se dire, ok, cette personne-là, il faut que je travaille avec, même s'il n'a pas de résultat? 100%. 100%. Et par rapport à ton troisième point, je te rejoins tellement. Je dis souvent aux personnes, vous savez, c'est pas parce que vous allez travailler 10 heures par semaine sur votre MLM que vous allez avoir plus de résultats qu'une autre personne. Parce que pendant ces 10 heures par semaine, vous pouvez y travailler justement de manière un peu désorganisée, en procrastinant, un peu comme vous êtes dans votre boulot classique.
C'est plus votre capacité à avoir une intensité de travail, un engagement justement qui est très fort au moment où vous bossez sur votre MLM. Et je dis moi, quand j'avais 4 heures par semaine à consacrer à mon MLM, c'est que dalle 4 heures par semaine. Je veux dire, c'est rien. Et dans les 4 heures, tu peux retirer des heures d'atelier ou de Zoom Leadership. C'est rien. Mais par contre, quand j'étais dans mes 4 heures, j'y étais à 100%. C'est-à-dire que j'avais un engagement, une intensité de travail qui était concentrée sur ça. Mon téléphone, il était out. Je ne pensais pas à ma thèse de doctorat. Je ne pensais pas aux petits que j'entraînais. Le lendemain, ils avaient foot. Ils avaient un match. Je ne pensais pas à ma commande Uber Eats ou autre. J'avais une intensité de travail, un engagement qui était vraiment à 100% pendant mes heures de travail. Et ça, c'est primordial parce que les personnes qui sont là... qui vont passer beaucoup de temps, mais qui n'ont pas d'engagement, justement, ça ne sert à rien, tu les perds. Donc, je suis entièrement d'accord avec ces 3 points-là. Est-ce que tu peux donner, par exemple, ici, pour toi, si tu as un distributeur aujourd'hui qui nous regarde dans ta compagnie ou une autre compagnie, il y aura plein de personnes de notre compagnie aussi, mais qui a, je ne vais pas dire 4 heures sur la semaine, parce que la plupart des gens ont minimum 1 heure par jour, mais qui ont 1 heure par jour à se consacrer à leur business, qui n'est pas non plus énormément non plus. Quelles seraient pour toi les actions sur lesquelles cette personne-là devrait se focaliser, qui sont peut-être les mêmes actions sur lesquelles tu t'es focalisé lorsque tu avais seulement 4 heures par jour à consacrer à ton activité, ou là même un petit peu plus, là du coup vu qu'il y a un peu plus d'heures à consacrer, c'est quoi le plan d'action que tu donnerais à une personne pour qu'elle puisse aller chercher ses premiers 500 euros par mois dans son activité, même 1000 euros par mois, en ayant seulement 1 heure par jour à consacrer à son business, serait quoi? Ok. La première des choses, c'est la recherche de clients. On ne va pas se mentir, on fait du marketing relationnel. Donc, on gagne de l'argent parce qu'on va augmenter notre réseau de clients ou de distributeurs. Donc, la première chose, c'est d'aller trouver des clients. Et je dirais que sur cette heure, ils doivent passer au moins 50% de l'heure, donc 30 minutes, sur la recherche de clients. Maintenant, leur manière de rechercher des clients, peu importe. Ça dépend du background de la personne, ça dépend de ses compétences et de sa zone de génie. Ça peut être travailler l'attraction sur les réseaux sociaux. Ça peut être aller prospecter sur les réseaux sociaux. Ça peut être des invitations, marché chaud, marché tiède. Ils font ce qu'ils veulent. 30 minutes par jour doit être consacrée à la recherche de clients. L'autre partie doit être consacrée au suivi des clients qui ont déjà été contactés, parce que l'argent est dans le suivi. Il y a trop de personnes, de distributeurs, qui vont contacter des clients et qui vont laisser ça un peu en plan. Et c'est dommage, parce que moi, j'ai déjà eu plein de personnes, de distributeurs ou même de clients que j'ai fait signer, qui, au début, m'avaient laissé des vues. Et après, j'ai juste recontacté. Et des fois, ça peut être un oubli. Ça peut être « je voulais te contacter après, mais j'ai oublié » ou « j'avais pas le temps de le faire ». Et après, finalement, ça signe. Donc, voilà, il y a ce côté-là. Et la dernière partie, qui, selon moi, 15 minutes, ça suffit pas, mais it's okay. Enfin, 15-20 minutes par jour le matin, c'est ok, c'est le minimum, c'est le développement personnel. C'est travailler l'état d'esprit, travailler le mindset, parce qu'on est dans une industrie qui n'est pas facile. Les gens démarrent, ils pensent tous que c'est facile parce qu'ils ont investi peu d'argent. Alors que c'est une industrie qui est difficile parce qu'elle est ouverte à tout le monde puisqu'on a un faible coût d'investissement et donc on se retrouve tous un peu dans le secteur de la vente, du commerce, alors que une grande partie des distributeurs n'ont jamais fait de commerce de leur vie. Je veux dire, moi je sortais de fac de médecine. Tu vois ce que je veux dire ? J'étais doctorante en kinésiologie. Et rien à voir. On m'a dit, il faut que tu apprennes le closing. Donc c'est une industrie qui est difficile. Et donc, au moins, selon moi, minimum 15 minutes par jour dans leur développement personnel. Et ça peut être les audios recommandés par leur équipe, les livres recommandés par leur équipe, des films, des podcasts, enfin peu importe, ils font ce qu'ils veulent, ils se nourrissent, ils nourrissent leur cerveau, ils le musclent. Comme s'ils allaient à la salle de sport, ils veulent prendre des muscles pour l'été, et ils vont faire des exercices, ils vont faire du développé couché. Et là, c'est pareil, tu veux améliorer ton état d'esprit, tu dois muscler ton cerveau, donc tu vas me faire du développement personnel. Quand tu parles de développement personnel, tu regroupes aussi également le fait de pouvoir gagner en compétences? En compétences dans quel domaine ? Dans le MLM en général ? Non, même closing, vente, marketing au réseau, etc. Non, du coup, non, je parle vraiment tu parles de formation, c'est ça ? Genre prendre en compétences, en savoir faire, en fait. Ouais, c'est ça, en savoir, tu vois. Par exemple, est-ce que tu prends là, par exemple, dans le fait de son développement personnel, parce que je pense qu'on a une définition dite différente du développement personnel, mais qui est là, par exemple, le fait, par exemple, de venir sur un Zoom de formation, par exemple, dans les équipes, qui a un Zoom de formation sur la vente, est-ce que pour toi, tu considères ça comme faire du développement personnel ? Ça pour moi, c'est de la formation de savoir-faire. C'est génial, hein.
c'est super, on prend en compétences. Pour moi, le développement personnel, c'est vraiment de la formation sur le savoir-être. Ok. Et 99%, selon moi, 99% de ton succès vient de ton savoir-être, vient de ton attitude. Entièrement d'accord Donc, avec toi. Est-ce que tu penses voilà. pas, est-ce que tu penses que pour la plupart des personnes qui n'ont pas de résultats dans le marketing au réseau, parce que bref, j'ai une vision différente un peu par rapport au développement personnel, tu vois, parce que perso, moi, j'ai pas fait de développement personnel, tu vois, c'est pour ça que je partage ça. Mais qui, en l'occurrence, est-ce que tu penses qu'au final, pour les personnes qui n'ont pas aujourd'hui les résultats qu'ils souhaitent, par rapport à, souvent c'est dû à un manque d'engagement, à un manque même peut-être de coachabilité, un manque au final de toutes ces choses qu'on a pu partager auparavant. Est-ce que tu penses au final que c'est pas parce que dans la majorité, je parle vraiment, je parle toujours de majorité et pas d'exception, parce qu'aujourd'hui, leur objectif et ce qu'ils veulent vraiment ne sont pas suffisamment importants et urgents pour eux. Exemple. Mm. Exemple ici, tu as un problème au genou. Ok. Ton genou, tu as mal sur une échelle de 3 sur 10. Est-ce que tu vas aller à l'hôpital? Non. Tu vois. Mais imaginons aujourd'hui que tu as mal au genou à une échelle de 10 sur 10 et que là, vraiment, tu te tords de douleur chez toi, etc. etc. Est-ce que tu vas aller à l'hôpital? Bah, la réponse est oui. Tu vois. Donc au final, quand tu prends juste ces petites connotations là que je viens de partager, ben, ça montre que quand c'est important et urgent et vraiment que ça fait mal, ben, en fait, on fait les choses qu'on doit vraiment faire. Est-ce que tu penses que la plupart des personnes d'ailleurs dans le marketing de réseau, du coup, qui n'ont pas les résultats qu'ils souhaitent par manque d'action, d'engagement, coachabilité, et j'en passe, est dû souvent par justement un fait que c'est pas suffisamment important et urgent pour eux et que ça leur fait pas suffisamment mal? 100%. Et je pense que c'est même pas que dans le marketing de réseau, c'est dans la vie. Exact. En fait, la majorité des personnes survivent. Mhm. Ils acceptent de vivre. Ils acceptent leur vie. Donc, ouais, 100%, de fou. Est-ce Mais que ça, tu... tout émane en fait... Pardon, excuse-moi. Non. Vas-y. Et là, je vais juste rebondir là-dessus. Est-ce que tu penses que tu as des gens qui se complaisent là-dedans? Et genre, au final, qui aiment ça. Le fait là de être en mode survie et être en mode je me plains. Je sais pas s'ils se... Je sais pas si vraiment ils se complaisent là-dedans. Ça serait quand même fou de dire « Ah tiens, j'adore galérer dans ma vie. C'est incroyable. » Non, je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui se complaisent là-dedans. Par contre, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se mentent à eux-mêmes, en général dans la vie, et qui n'ont pas les épaules pour faire face en fait à toutes les choses sur lesquelles ils doivent retravailler. Donc, ils préfèrent accepter de vivre cette vie-là. C'est plus simple. Puis, tu sais, c'est beaucoup des personnes aussi souvent qui vont rejeter la faute sur les autres. J'y arrive pas. Je galère dans ma vie, c'est à cause du gouvernement. J'arrive pas dans mon business, c'est parce que ma mentor, elle a été méchante avec moi un jour. Elle m'a dit des trucs que j'ai pas aimés. Je galère parce qu'en fait, les gens de mon équipe, ils sont vraiment tous incompétents. Et du coup, je peux pas avancer avec eux. Donc, c'est souvent des personnes qui vont rejeter la responsabilité de leur échec sur l'extérieur et sur des personnes qui ne sont pas eux. Alors que, selon moi, nous sommes responsables à 100% de ce qui nous arrive dans notre vie. Donc moi, quand j'ai un distributeur qui part ou qui se fâche ou un client qui n'est pas content, c'est ma faute. C'est pas à cause du service, c'est pas à cause de mon équipe, c'est pas à cause de ma upline qui est pas là, c'est pas à cause de mes distributeurs qui peut-être font pas le travail ou autre, c'est ma faute. Et je pense que la majorité des personnes sont dans le déni par rapport à ça. Mais je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, quand on partage, c'est se tenir 100% responsable de tous nos succès, comme de tous nos échecs aussi également. Et qu'au final, quand tu regardes, par 100%. exemple, même s'il y a un distributeur, par exemple, qui réussit avec toi, en réalité, c'est grâce à lui, mais tu as été l'outil qui lui a permis de pouvoir le faire, mais c'est grâce à lui. Comme par exemple, quand je partage des conseils, ce que je dis aux gens, vous ne réussissez pas grâce à moi. Nous sommes juste un outil qui vous permet de pouvoir accélérer les choses, mais c'est vous qui faites le taf, c'est vous qui avez bossé sur votre manière de penser, qui a été coachable, qui a été engagé, qui a été passionné, etc. etc. Mais en réalité, c'est de se tenir 100% responsable de tous nos succès comme de tous nos différents échecs, tu vois. Comme tu partageais. Mais clairement, nous, nous ne sommes qu'un levier. Et puis c'est ce que je dis aux personnes de mon réseau. Vous démarrez tous avec le même système, les mêmes vidéos, et encore, parce qu'avec ce qu'on a construit, vous avez plus de vidéos, de formation que ce que nous, on avait quand on a démarré. C'est clair. Donc vous démarrez littéralement tous avec le même système. Nous ne sommes qu'un levier. Libre à vous d'utiliser ce levier à bon escient ou pas. Après le reste, écoutez, c'est toujours bien d'avoir de la gratitude, de la reconnaissance de la part de ces distributeurs qui ont réussi. Mais il est vrai que s'ils ont réussi, c'est grâce à eux.
C'est Ouais. clair. Ils peuvent être fiers de ça. C'est clair. Et là, je voulais partager quelque chose qui était par rapport justement au type de couleur, etc. Pour, il nous reste encore un petit peu de temps à la travers le podcast. Est-ce que tu peux peut-être en me parler un petit peu plus? Parce que du coup, c'est là ta zone de génie sur le fait de pouvoir avoir une rétention distributeur qui est juste extraordinaire. Est-ce que là, tu peux partager vraiment des petites notions, justement pour les personnes qui nous regardent, qui n'ont pas connaissance de ça, sur les couleurs, etc., sur comment se comporter avec ces distributeurs par rapport à tel type de personnalité, etc. Si tu veux faire un point de manière accélérée du coup là, par rapport à ça, mais ce serait cool. Alors, déjà, je vais juste recontextualiser mon référentiel couleur parce que je sais que dépendamment des formations qu'on peut avoir en marketing, tout le monde peut avoir un référentiel qui est différent. Donc, dans mon référentiel à moi, le bleu, c'est le profil très extraverti, sociable, qui adore le monde et qui est très aventurier. Qui peut démarrer à l'émotionnel sans réflexion, mais qui peut aussi très très vite partir. Le rouge, c'est celui qui veut gagner énormément d'argent, qui est challenger, etc. Le jaune, c'est l'empathique, c'est la personne qui veut aider le plus de monde possible, qui aime les animaux. En général, c'est souvent que je les décris comme ça fait rire. Et qui a beaucoup d'enfants. Les gens de mon équipe. Oui. Et le vert, c'est l'analysant. C'est l'analysant, c'est la personne que tu ne closes pas au premier rendez-vous. Voilà mon référentiel couleur. La première des choses que j'enseigne à mes baby leaders, ça va être surtout dans la façon de parler aux distributeurs. Je ne parle même pas de qu'est-ce qu'on leur dit, c'est comment tu leur parles. Comment tu les regardes, comment tu te positionnes quand tu es en Zoom avec eux. Par exemple, un vert, il est rassuré par tout ce qui est rationnel, par tout ce qui il veut être sécurisé. Donc, montre-lui que tu n'es pas un leader qui est en suite avec une casquette ou autre et qui est en mode un peu décontracté, genre ouais, ça va super et tout, etc. Tu fais ça à un vert, le mec, il quitte ton réseau de distributeurs parce qu'il se dit cette personne n'est pas sérieuse. Un jaune, c'est le genre de personne avec qui je vais être moins raide dans ma posture, je vais être un peu plus détendue, je vais faire beaucoup de sourires, je vais parler plus doucement, je vais avoir une intonation de voix beaucoup plus douce. Pour moi, c'est un peu de l'acting. Le marketing, c'est un peu de l'acting. Je dis pas que je fais semblant quand je parle aux gens parce que ça fait partie de ma... On a tous justement... un peu tous ces personnalités en nous. Puis un networker doit être un caméléon. Donc on doit pouvoir s'adapter. Mais c'est ça, c'est qu'on ne peut pas parler de la même manière à un jeune, parce qu'un jeune, il a besoin de se sentir en sécurité émotionnelle. Il a besoin d'être compris. Il a besoin vraiment de sentir de la douceur, de sentir un environnement bienveillant et familial. Et donc ça, j'essaye de le donner dans ma posture, dans ma voix. Okay. Un rouge, bon, bah là, forcément... Ouais, vas-y. C'était pas ta question ? Vas-y. Parce que là, du coup, je pensais que tu avais fini et que je voulais partager un truc après. Du coup, là, c'est mieux que tu termines et puis je te pose la question. Ok, alors je termine rapidement. Un rouge, dans ma posture, je vais être beaucoup plus confiante, même dans mon regard, tu sais, je vais être déterminée, je vais lui montrer que je l'amène avec moi, justement, toucher les étoiles. Et un bleu, bon, alors là, je vais être énergique, je vais rigoler, etc. Donc, avant de se demander qu'est-ce qu'on leur dit, c'est comment tu leur parles. Déjà, ça, c'est la première des choses, parce que les gens parlent à leurs distributeurs de la même manière qu'ils veulent qu'on leur parle. Mais ça ne fonctionne pas. On peut en effrayer plus d'un. Et la question que je vais te poser justement là par rapport à ça, pour une personne qui dit OK, là, OK, je comprends par rapport aux couleurs, qu'il y a des différents types de personnalités, etc. Mais moi, quand je suis en Zoom avec les personnes, j'ai du mal à voir un petit peu qui est-ce que j'ai en face de moi. Quels seraient par exemple les conseils que tu pourrais partager, peut-être des questions à poser, ou là pour pouvoir vraiment cerner directement les personnes qu'on a en face de nous, parce que des fois on va avoir des personnes qui aussi un petit peu un côté jaune, un côté bleu aussi également, tu vois, etc. Quels sont par exemple les petits conseils que tu peux donner pour que la personne puisse voir un petit peu qui est-ce qu'elle a en fait en face d'elle afin de pouvoir s'adapter? Ok. Bon, déjà, sachez que c'est de votre responsabilité de commencer une présentation en connaissant le profil dominant, la couleur dominante de votre prospect. C'est OK que votre prospect il ait plusieurs couleurs, on n'est pas dans des cases non plus, mais vous devez comprendre, et c'est de votre responsabilité de le savoir dans les 10 premières minutes du Zoom. Si vous ne le savez pas, vous avez raté votre phase introductive, littéralement. Lors de l'introduction, moi je pose 3 questions qui sont très simples. Qui es-tu ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Et qu'est-ce qui t'a donné envie de venir à cette présentation ? Et dépendamment des réponses à ces 3 questions, je vais partir en entonnoir pour aller essayer de comprendre le besoin de la personne, mais aussi son profil de personnalité. Le profil de couleur, il est facilement identifiable, déjà dans un premier temps, avec le métier de la personne.
Je m'explique, si la personne est infirmière ou assistante sociale, c'est probablement une jeune. Probablement. Si vous êtes face à un financier, à un banquier, un ingénieur ou une personne comme moi, étudiante au doctorat, c'est probablement une verte. Si vous êtes face à un backpacker, en plus moi je fais du MLM voyage, donc un voyageur qui part à l'aventure avec son sac à dos et qui fait le tour de l'Australie, c'est probablement un bleu. Et si la personne vous dit moi je suis venu sur cette présentation parce que j'ai appris que je pouvais gagner de l'argent, c'est probablement un rouge. Donc déjà c'est dans ces premières questions-là, on peut comprendre un peu le profil des personnes. Et puis après, ce que je peux poser comme type de question, c'est vraiment qu'est-ce qu'ils aiment dans leur vie, comment ils se voient dans les 5 prochaines années, est-ce qu'ils se plaisent dans leur travail. Des fois, je leur dis même, c'est de quoi tu as besoin aujourd'hui ? Parce que les premières questions, elles servent à comprendre le besoin. Des fois, quand je ne comprends pas le besoin, je leur demande, mais c'est quoi ton besoin aujourd'hui ? Et après, ils me le disent. Et dépendamment de leurs besoins, à ce moment-là, je comprends le profil. C'est ça. Top. Je pense qu'en tout cas, ça va aider beaucoup de personnes là, qui sont dans le marketing de réseau et qui n'ont peut-être pas eu en tout cas ces conseils-là. D'ailleurs, petite pause pour toutes les personnes qui nous regardent sur le podcast là à l'instant même. S'il vous plaît, faites une pause juste de 5 secondes top chrono. Dans la description de la vidéo, on va mettre tous les réseaux sociaux de Sarah. Et les amis, je veux que vous fassiez éclater son téléphone et que vous vous abonniez un maximum à son profil, qu'elle puisse se réveiller avec une tonne de notifications en tout cas sur son téléphone. Du coup, let's go les amis. Prenez cette petite pause, il n'y a rien de mal à ça. Vous pouvez vous abonner à quelqu'un qui est externe à votre compagnie de marketing de réseau. Nous ne sommes pas dans une secte, si jamais. Et vous pouvez vous inspirer aujourd'hui d'un leadership différent, de compétences différentes, etc. Et là, vous voyez un profil qu'on a totalement différent par rapport à tous les podcasts que vous avez pu voir, en tout cas, depuis le début du podcast Liberty Talk. Donc, let's go vous abonner un maximum sur ces profils, les amis, let's go. Top. Et là, du coup, Sarah, est-ce que tu peux partager là peut-être une dernière chose pour les personnes qui nous regardent et qui aujourd'hui bloquent dans leur compagnie de marketing au réseau, veulent avoir les résultats comme tu as pu avoir et vraiment la chose que tu partagerais peut-être au toi d'avant. Tu vois, là aujourd'hui avec les compétences que tu as, si tu devais faire, comme on dit, une rétrospective, là, si la Sarah d'aujourd'hui qui gagne 5 000 euros par mois et qu'elle parle à la Sarah qui fait 0 avant, ce serait quoi que tu partagerais pour que cette personne-là puisse sortir de sa situation et chercher un maximum de résultats? Ce serait quoi? Première chose, alors moi j'ai eu énormément de chance, parce que je suis tombée sur un premier mentor incroyable. Et donc la première des choses, c'est choisis bien ton mentor. Parce que peu importe, il n'y a pas de meilleure entreprise en MLM. En réalité, on vend tous des choses différentes, donc ça n'a aucun rapport. Il n'y en a pas une qui est meilleure qu'une autre. Par contre, si tu aimes ton service, tu aimes ton produit, alors dans ce cas-là, trouve-toi le meilleur ou la meilleure des mentors parce que c'est avec elle que tu vas évoluer. Et cette personne-là doit avoir les résultats que tu veux avoir et doit être passée par le même chemin que tu es en train de passer. Donc ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, tu l'as dit tout à l'heure, sois coachable. Et moi, l'avantage, alors je suis un peu têtue, mais pourtant, je suis très scolaire. Et c'est ça que je pense qui m'a permis aussi d'aller très très loin. C'est parce que je pouvais un peu ouvrir la bouche devant mon mentor, mais par contre, j'exécutais quand même. J'exécutais quand même à 100%. Et parce que je suis quelqu'un de très scolaire. Donc, en réalité, tu me dis A, je fais A, je te fais confiance. Et vraiment, soyez coachable. Oui, des fois, ça va vous piquer. Des fois, ça casse la tête. Des fois, on n'a pas envie d'écouter. Des fois, on n'est pas d'accord même. Mais si cette personne que vous avez choisie est digne de confiance, qu'elle veut votre bien, et qu'elle veut vous voir réussir, il n'y a aucune raison de ne pas écouter justement les conseils qu'elle vous dit. Et ça serait les 2 premiers conseils que je donnerais à une personne qui veut réussir dans cette industrie. Grave top, grave top. Merci en tout cas pour tout ce que tu as partagé à travers ces 50 minutes ensemble. En tout cas, Sarah, ce fut littéralement incroyable. Et j'espère en tout cas pour les personnes qui nous regardent que vous avez pris en tout cas de quoi noter. Et n'oubliez pas encore une fois d'aller vous abonner un maximum en tout cas au compte de Sarah. Let's go les amis. En tout cas, Sarah, un grand merci pour tout ce que tu as partagé sur ces 45-50 minutes ensemble. Ce fut extraordinaire. Au plaisir en tout cas de pouvoir refaire un podcast peut-être dans le futur ensemble sur une autre thématique. Peut-être. Et ce sera en tout cas avec le plus grand des plaisirs. Et merci pour tout ce que tu as partagé en tout cas, Sarah. Merci à toi pour ton invitation et au plaisir, oui. Let's go. Ciao, ciao, Sarah.